Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente du CESER, chers collègues, je voudrais à mon tour avoir un mot ce matin sur la canicule que nous traversons. Notre responsabilité, c'est de voir ce qui devrait être fait et de voir aussi ce qui a été réellement fait. Or, de ce point de vue, la région a pris un retard considérable sur la rénovation thermique des lycées. Retard que nous payons aujourd'hui plutôt que les élèves, les enseignants, la communauté éducative payent chaque jour et risquent de payer longtemps. Alors, il y a urgence, vous l'avez dit d'ailleurs, il y a urgence sur les lycées, il y a urgence sur l'agriculture, sur les transports, sur l'eau. Et vous dites, ah, c'est une grande priorité, l'eau. Ben, figurez-vous qu'au-delà des mots, il y a la réalité des actes et des chiffres. Et dans ce qui nous est présenté à travers le CFU précisément, eh bien, les crédits pour l'eau dans ce qui concerne le CPER, donc le contrat de plan État-région, eh bien, les crédits de la région ont diminué en 2025 par rapport à ce qu'ils étaient en 2024. Voilà ce que vous avez fait, ou plutôt ce que vous ne faites pas. Alors, précisément, ce compte financier unique, vous avez écrit « Nous avons fait preuve d'un peu de courage et beaucoup de bon sens ». Mais, Madame la Présidente, ni courage, ni bon sens, car vous êtes comptable de l'ensemble de votre bilan sur les 11 années des mandats Retailleau et Morancet. Alors, évidemment, tant mieux si la situation se redresse un peu, évidemment. Mais vous ne nous ferez pas oublier la dette, une dette qui continue d'augmenter, une dette qui est bien au-delà déjà des 2 milliards d'euros, puisque en 2025, nous en sommes à 2 milliards 259 millions d'euros. Vous ne ferez pas oublier non plus les retards d'investissement. Je parlais des lycées, mais parlons aussi quand même des transports. Vous aviez promis d'acheter 40 rames neuves de TER. On en est à combien? 2. Seulement 2. Et revenons sur les lycées. Vous savez, le surcoût pour défaut de rénovation thermique, il a été entre 2022 et 2025 de 11 millions d'euros. Le surcoût juste pour l'énergie, pour le coût de l'énergie. Et puis, bien sûr, vous ne ferez pas non plus oublier les coupes sombres qui affectent, et je veux insister là-dessus ce matin, qui affectent d'abord ceux qui vivent en milieu rural. Ce sont les personnes âgées, vous en disiez un mot, mais les personnes âgées, les personnes isolées, je le vois dans notre département de la Mayenne, eh bien, elles seront victimes des coupes que vous opérez sur les transports à la demande, Madame la Présidente, que vous avez complètement dégradé dans notre département. Et je peux vous dire que les réactions sur le terrain sont nombreuses. Victimes encore les familles qui ont des enfants au collège, à l'école, et qui voient lorsque le car scolaire est obligatoire pour elles, les tarifs exploser. Sans parler des RPI, des regroupements pédagogiques intercommunaux. C'est la double peine pour les familles qui ont un enfant dans leur commune et qui doivent le scolariser dans la commune d'à côté, là aussi, victimes de ce que vous appelez, vous, votre courage et votre bon sens. Franchement, lorsque on s'en prend ce soit véritablement ce courage et ce bon sens dont vous parlez. Alors, la question centrale que nous, on pose ce matin, cette politique, ce budget, qui en paye le prix? Vous êtes toutes fières du budget et du compte financier unique et des résultats financiers. Mais dans la réalité, qui en paye le prix? Eh bien, ce sont les usagers d'aujourd'hui qui payent des tarifs de transport, par exemple, de TER, au prix fort. Ce sont les habitants de nos territoires lorsque la région se désengage des associations,
des projets, des acteurs locaux, des communes. Ce sont surtout, Madame la Présidente, les générations futures. Parce que les générations futures, elles devront payer l'endettement massif de la région. Alors, par idéologie, vous refusez de mettre à contribution les entreprises avec le versement mobilité, alors que nous considérons que ça aurait pu être fait de façon progressive pour investir dans les transports, précisément. Alors, c'est très bien de vouloir soutenir les entreprises. Mais moi, je crois une chose, il faut que l'effort demandé soit équitable. Et Madame la Présidente, on vous voit beaucoup communiquer avec les start-up dans les salons de l'innovation. Et c'est un devoir de politique publique de soutenir l'innovation, nous sommes d'accord. Mais on ne vous voit jamais sur le terrain aux côtés de ceux qui sont victimes de vos coupes sombres. Je crois en fait que ça ne vous intéresse pas. Alors nous, on a une stratégie budgétaire qui serait complètement différente, parce qu'il faudra bien réparer vos 10 années de fuite en avant par cet endettement massif. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire des économies ciblées et surtout discuter avec les acteurs concernés. Ce serait déjà un grand changement avec la brutalité de vos méthodes. Des économies encore avec la suspension, ou en tout cas l'étirement de la mise en concurrence des TER à marche forcée. Je rappelle quand même que c'est 106 millions d'euros de charges pour la région depuis 2021. Nous savons tous que rien ne presse et que nous sommes parmi les seules régions de France à avoir vouloir accélérer sur cette réforme. Et si nous desserrions un peu la contrainte, eh bien nous retrouverions des marges de manœuvre. Et puis, surtout, nous croyons que l'effort doit être équilibré et surtout juste entre les usagers, les partenaires, les entreprises. Alors, je voudrais enfin évoquer un autre rapport qui concerne la culture et dont vous avez fait grand cas. Vous nous dites, en fait, c'est encore votre démonstration ce matin, on a eu raison de couper dans les subventions car ces coupes n'ont pas eu d'impact. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Et la question que nous posons, nous, elle est simple. Quel crédit accorder à ce fameux rapport qui a été établi par l'inspection générale de la région? Parce que nous, on pose deux problèmes de fond, quand même. D'abord, s'en tenir uniquement à l'année 2025, ça n'a pas de sens. Quand on sait que les coupes, elles ont commencé bien avant dans la culture. Et c'est donc sur l'ensemble du mandat qu'il faut évaluer votre politique culturelle. Et puis, pardon, mais croire à l'indépendance de ce rapport, alors que l'inspection générale est placée sous votre autorité directe, ça pose deux ou trois questions. Alors moi, je vous fais une proposition, Madame la Présidente, ce matin. Confiez cette évaluation des politiques culturelles et probablement des autres politiques à un organisme ou une organisation véritablement indépendante du pouvoir politique. Ça pourrait être le Césaire, par exemple, parce que ça fait partie de ses missions. Mais, ben oui, indépendante de vous, indépendante de nous, indépendante des politiques. Le Césaire, savez-vous, a une mission d'évaluation. Alors, il faudrait donner les moyens au Césaire. Et peut-être, si vous contestez l'indépendance du Césaire, je ne vois pas très bien en quoi. Je vous fais une autre proposition, Madame la Présidente, écoutez-moi, qui serait constituée ici à proportion des groupes politiques. Eh bien, on aurait un autre angle, une autre vision, parce que ça permettrait de confronter les points de vue et surtout d'avoir une vision des impacts qui ne serait pas simplement financière, mais qui serait aussi sociale, économique, territoriale et sur la période du mandat. Voilà les propositions que nous vous faisons. Alors, comme je le disais, je termine par là, l'enjeu de ce mandat, c'est de savoir... Désolé, Monsieur Garot, votre temps de parole est écoulé. Une seconde pour terminer. Allez, une seconde. Vous voyez ma bonté ce matin? Je ne sais pas quelles sont vos références en politique.
Vous êtes dans une notoriété médiatique qui fait de vous la Margaret Thatcher ou la... Une seconde, vous m'avez dit. Hein. C'est une belle seconde, vous en faites pas. Ou la Javier Milei des Pays de la Loire. Des Pays de la Loire. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit. Vous voyez, ça valait le coup, cette seconde supplémentaire. Mais, Madame la Présidente, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut sortir du déni de réalité. Il faut en finir avec vos errements et il est grand temps de mettre de la justice dans toutes vos politiques. Je vous remercie. Vous constaterez, Monsieur Garot, que je vous ai accordé 42 secondes supplémentaires. Je vais laisser la parole à Guillaume Garot. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce qui apparaît clairement, je trouve, à travers les débats que nous avons ce matin, c'est que, finalement, ce sont les habitants, les familles des communes rurales, du monde rural, qui sont les principales victimes de vos choix budgétaires et politiques. Je m'explique. Parlons de la culture. Dans le rapport qui a été tant commenté ce matin, il est dit que les villes avaient en partie compensé ce qui n'arrivait plus de la région pour soutenir les acteurs culturels de leur territoire. Ce n'est pas du tout la même chose en milieu rural parce que les moyens sont beaucoup plus modestes et donc les victimes directes principales sont bien souvent des compagnies, des acteurs culturels qui sont en milieu rural. Ça veut dire que les habitants du milieu rural sont directement pénalisés avec une offre culturelle qui risque d'être beaucoup moindre. Deuxième chose, sur les transports, cet après-midi, on voit rigoureusement la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit des RPI, on va encore mettre à contribution les familles. Lorsqu'il s'agit du transport à la demande, qui est victime avec cette nouvelle organisation? Ce sont les personnes âgées, ce sont les personnes isolées, ce sont les personnes qui ne peuvent plus se déplacer toutes seules. Donc ça va contribuer à leur isolement. Alors, deux choses l'une, hein. Vous nous dites on ne veut pas augmenter les impôts. Mais finalement, à bien y réfléchir, quel est cet impôt que vous augmentez si ce n'est celui pour les familles, les habitants, les usagers des services publics qui sont si nécessaires à la vie dans nos territoires ruraux. Ce qui veut dire que votre politique, elle va contre la vie en milieu rural. Elle n'a aucun souci de la vie des gens qui habitent les communes rurales. C'est que vous dites, lorsqu'il s'agit des entreprises, ah, là, pas de touche, surtout pas d'effort, pas de contribution supplémentaire. Mais lorsqu'il s'agit des ruraux, des habitants du milieu rural, alors là, vous n'avez aucune pitié. C'est bien dommage. Merci, Madame la Présidente. Je me dis, en vous écoutant cet après-midi, je me tourne vers la majorité, que c'est un peu le festival des contradictions cet après-midi. On a tout à l'heure M. Roquebrancourt qui vote contre à Nantes le vœu qu'il avait voté il y a 2 semaines à Angers. Le même vœu, au mot près. Donc, il faudra nous expliquer. Je le dis pour ceux qui nous regardent, attention, cascade à ne pas reproduire chez vous. On poursuit sur la question du logement. Monsieur Dejoie nous dit « Ah, c'est terrible, la métropole de Nantes ne construit plus ». Madame Impérial nous dit « Ah, mais les gens ne sortent pas de chez eux lorsqu'il fait 40 degrés ». Mais, Madame, Monsieur, qui a supprimé ici les crédits pour la rénovation des logements, Madame Impérial? C'est vous, vous l'avez voté. Monsieur Dejoie, qui a voté contre les crédits, ou plutôt qui a supprimé les crédits en matière de construction et d'appui à la construction de logements? C'est bien vous, non? Donc il faut un peu de... Merci.